Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa, Télé Sud. Et merci pour votre fidélité, de plus en plus prononcée, de plus en plus affirmée pour tous les programmes de notre chaîne. Panel Hebdo, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et parfois leurs humeurs aussi sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Le plateau de l'émission est composé aujourd'hui de deux journalistes émérites, deux journalistes spécialistes de l'actualité internationale et deux chroniqueurs récurrents de l'émission, un non moins émérite. J'ai nommé Ben Yayassi. Bonjour Ben Yaya. Bonjour Francis. Vous êtes analyste politique. Et Alfred Changolokoro, maître de conférence à la Sorbonne. Et deux journalistes, donc je le disais, Émeric Torréon, journaliste bien connu, bonjour. Bonjour Francis. Et Jean-Paul Auro, qu'on a le plaisir de retrouver dans cette émission. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Francis. Jean-Paul Auro, journaliste, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Vous êtes correspondant en France du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Merci d'être avec nous. Trois sujets dans cette émission, dans cette édition de Panel Hebdo. Le Mali d'abord, où les manifestations ont eu lieu les 3 et 4 mai dernier, à l'appel de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, pour protester contre la dissolution des partis politiques et une transition qui se prolonge indéfiniment. Analyse dans cette émission de ce qu'on peut qualifier de sursaut démocratique, près de 5 ans après l'installation au pouvoir de la junte militaire. Autre sujet dans cette émission, la Côte d'Ivoire, où l'on s'interroge de plus en plus sur le lourd silence observé par le président Alassane Ouattara face à la montée des tensions préélectorales dans le pays. Les silences de Alassane Ouattara, nous en parlons donc dans cette édition. Enfin, le Togo avec l'entrée en vigueur cette semaine d'un régime parlementaire et d'une 5e république issue de la réforme constitutionnelle d'avril 2024. L'opposition dénonce, je cite, une dérive monarchique et la suppression de toute alternative démocratique. Nous en parlerons également dans cette émission. Voilà donc pour le sommaire. Le Mali donc. Le Mali, c'était donc les 3 et 4 mai dernier. Le Mali qui a connu donc les premières manifestations d'ampleur contre la junte au pouvoir depuis 5 ans. Des manifestations pour protester donc contre la dissolution des partis politiques existants et aussi contre la prolongation sans la moindre élection du bail de la junte, qui est donc au pouvoir depuis bientôt 5 ans. 5 ans renouvelables donc en plus pour la junte désormais. 5 ans renouvelables jusqu'à, dit-on, la normalisation de la situation sécuritaire. Au cœur des revendications des manifestants, un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à un système démocratique. Alors Jean-Paul Auro, la junte dirigée par le général Assimi Goïta, affirme depuis plusieurs mois qu'il bénéficie du soutien de l'ensemble des Maliens. Est-ce que cette junte a été prise de court par ces manifestations ? Non, je ne pense pas qu'elle ait été prise de court, mais elle pensait que les Maliens allaient laisser passer la pilule aussi facilement. Mais ce qui n'est pas le cas. Nous assistons à un véritable recul des libertés au Mali et il est bon que les Maliens se réveillent. Les principes démocratiques, c'est fondamental. L'un des premiers principes démocratiques, c'est la souveraineté populaire. On ne peut pas arracher au peuple malien, aux populations maliennes, leur liberté, le choix de désigner les dirigeants. Ça fait 5 ans que la junte militaire est là, c'est vrai, il veut normaliser la situation. Il veut sortir de cette situation d'exception, on peut le comprendre, mais se donner 5 ans de gouvernance renouvelable une fois et subordonné au fait que... pas une seule fois, renouvelable jusqu'à la normalisation de la situation sécuritaire. Soit pacifiée. C'est un peu gros pour moi, c'est dangereux. Ce type de situation peut inspirer d'autres pays, d'autres chefs de la junte. Le Niger, c'est possible. Le Burkina, c'est possible. Il serait bon que l'Afrique avait pris, surtout cette partie de l'Afrique avait pris je dirais, la voie d'une démocratisation intéressante. On a vu ça au Bénin, tout près de nous, au Sénégal. Le Mali est en train de nous donner un très mauvais... Le Ghana, le Nigeria, le Cap-Vert. Tout ça, voilà. Mais en même temps,
tous les régimes putschistes ou tous les régimes populaires militaires ne sont pas forcément mauvais. On a l'exemple au Ghana avec J. Rawlings, c'est vrai, quand il est arrivé, ça a été... C'était une période particulière aussi, c'était une époque particulière. Bon, il y a eu au Nigeria, au Obasanjo qui est arrivé, aujourd'hui il a installé, on pourra dire, une démocratie avec des institutions fortes. Bon, on l'espérait au niveau des États de l'AES, mais les chemins empruntés nous laissent penser que c'est plutôt leur désir du pouvoir qui les a inspirés que le bien-être des populations. Alfred, alors, compte tenu de l'évolution qu'on a observée au cours des derniers mois dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, est-ce qu'il faut réellement s'étonner de cette dissolution des partis politiques au Mali? Est-ce que ça ne répond pas à une logique qui est partagée par les trois juntes, les trois régimes? Mais en réalité, il n'y a pas d'étonnement possible, hein, Francis. Le recul, la régression démocratique, elle est flagrante depuis les trois putschs. Et en réalité, les putschistes savaient très bien où ils allaient, c'est-à-dire que s'ils voulaient rester éternellement au pouvoir, il fallait se défaire des partis politiques et puis de tous les dispositifs de défense des libertés publiques et puis les journalistes en particulier. Donc ce qui arrive aujourd'hui au Mali était prévisible. Dans les autres pays, c'est pareil. De toute façon, quand les putschistes s'autoproclament président de la République sans aucune légitimité populaire, démocratique, eh bien, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'au fond, pour eux, la démocratie, c'est leur façon justement d'installer dans la durée leur putsch. Malheureusement, les partis politiques maliens se réveillent un peu tard. Enfin, il y a eu quelques opposants qui ont dû quitter le pays, d'autres emprisonnés, mais dans la grande majorité, ils étaient avec les putschistes, Kokala, Maïga, Choguel Kokala, Maïga en particulier. Après, il s'est rendu compte qu'il était manipulé et tout ça, caution civile du putsch, et bien maintenant viré lui-même. Donc on en est là aujourd'hui, mais c'est vraiment... c'est une honte pour le Mali qui, en 1991, avait chassé Moussa Traoré. On sait combien de morts il y avait eu à cette époque-là pour que la démocratie s'installe au Mali. Il y avait donc une trajectoire là, démocratique qui était intéressante, mais on sait très bien que dans tous nos pays, cette trajectoire démocratique a commencé à des soubresauts, ce qui est normal dans ces régimes-là, mais au point de faire des coups d'État dans le coup d'État, et puis maintenant, troisième coup d'État, j'allais dire, parce qu'on supprime les partis politiques. Moi, j'espère que vraiment le peuple du Mali va continuer, en tout cas les partis d'opposition, continuer à se remuer pour faire entendre leur voix. Alors, pour le moment, on n'a pas entendu Assimi Goïta par rapport à cette question-là, dire s'il acceptait la proposition de la réunion qu'il avait organisée pour qui suggérait justement la suppression des partis politiques. Nationale. Et c'est ça exactement. Donc on ne sait pas encore quelle est sa position. Sa position, c'est qu'il va y avoir une loi qui va donc confirmer tout cela. D'ailleurs, il faut préciser que voilà, après la discussion, ce sont des recommandations. Ce sont des recommandations qui auront bientôt force de loi, en fait. C'est ça qui est prévu. Il faut dire qu'après la dissolution des formations existantes, le pouvoir militaire pourrait autoriser la création d'un nombre réduit de partis, 2 ou 3 partis, dit-on, mais à certaines conditions, notamment, il serait exigé de ces partis 100 millions de francs CFA et une implantation nationale couvrant au moins 2 tiers du territoire. Alors, on entend dire que finalement, les seuls partis, enfin les 2 ou 3 partis qui seront donc créés bientôt et autorisés, émaneraient plutôt, je dirais, des autorités de la junte elle-même, Émeric Torréon. Bon, le schéma est bien lancé. Vous allez voir entre les 3 pays de l'AES déjà, c'est un chemin commun qu'ils sont en train d'emprunter. Et il faut dire qu'ils savent tous les 3 que si
un d'entre eux, comme pion, est déplacé. Si on enlève un des pions, l'AES tombe. L'AES est basée sur 3 hommes qui portent leur idéologie, qui se sont dit, nous allons prendre comme élément de discours la France-Afrique, la haine en quelque sorte de la chimère France-Afrique, pour pouvoir avoir de l'assise politique. Et si l'un d'entre eux arrivait à être déplacé, à tendre la main à une certaine démocratie, à organiser des élections qui ne sont pas forcément, dont l'issue n'est pas forcément certaine, on pourrait voir l'AES tomber dans une décrépitude. Donc dresser un schéma où tous les partis politiques seraient mis de côté le permettrait à tous, ils sont tous d'accord sur ce schéma, ils adoptent tous et ils voudraient avoir des mandats de 5 ans sans limite, sans réserve. On prend la situation sécuritaire pour l'élément a brandi, le drapeau a brandi en disant sans que cette situation ne soit réglée, nous ne pourrons céder le pouvoir parce que nous sommes là pour régler ce problème. Il y en a qui avaient dit c'est un épiphénomène, ça allait être réglé très rapidement, mais jusqu'à présent, ça le sert parce que ça le permet de rester au pouvoir. Comment les partis politiques peuvent réussir à s'en sortir? Et Alfred le disait, tardivement, au Mali, ils sont en train de réagir. Et si le Mali, d'où tout est parti, n'étouffe pas la poule dans l'œuf, ça pourrait s'embraser et atteindre le Burkina Faso, atteindre également le Niger. Donc, les autorités maliennes sont en train de jouer le va-tout en quelque sorte. Et le mercredi 7 mai, ils ont pris une décision, suspendre toutes les activités des partis politiques puisqu'il y a des manifestations qui sont prévues. Il faut tuer la révolte dans l'œuvre. Et moi, personnellement, je sens qu'il y a une révolution dans la révolution. Ah oui. Et la révolution démocratique est en marche. Il va falloir juste que ceux qui portent cette révolution puissent garder la ligne. Comment tout cela va se passer? Est-ce qu'on ira à des affrontements? Parce qu'on voit déjà les couleurs qui sont jetées. Les pro-juntes qui sont très virulents et qui menacent même sur les réseaux sociaux, des menaces de mort même. Et personne ne réagit quand on menace d'atteindre, de porter atteinte à la vie humaine. Normalement, dans un pays qui se respecte, on devrait aller chercher cette personne pour qu'il réponde de ses propos. Mais la junte fait comme si elle n'a rien vu. On attend la suite des événements. D'ailleurs, Ben Yassi, ces manifestations ont eu lieu... On peut se dérouler sans une répression majeure. Même si on a vu quelques affidés de la junte agresser les manifestants et les empêcher en tout cas de manifester. Donc on peut parler, je dirais, d'une certaine retenue de la part des autorités. On pouvait parler d'une certaine retenue, en tout cas pour ces manifestations-là. Est-ce que de ce point de vue, on peut parler d'une spécificité malienne? Est-ce que ces mêmes manifestations auraient pu avoir lieu aujourd'hui, pourraient avoir lieu aujourd'hui au Niger ou au Burkina Faso? Non, pour le moment non, parce que c'est le Mali qui est la tête de gondole par rapport à l'AES, qui a été déjà dit. Et la sérénité, le calme qu'on a constaté lors de la première manifestation, je ne pense pas qu'on l'aura à la prochaine manifestation. Ah, parce qu'il y en a une qui était prévue pour ce vendredi. Pour ce vendredi. Oui. Et depuis lors, on a vu que les autorités ont commencé à s'agiter. Il y a eu Mamadou Traoré qui a été arrêté par rapport à des propos très virulents qu'il a tenus à l'encontre des autorités sur une web télé et en plus qui a été repris en boucle. Cette interview était devenue virale sur les réseaux sociaux. Et je cite ces propos, et c'était très caractéristique de la situation actuelle du Mali, en disant que ne pas respecter sa parole, c'est porter atteinte à l'honneur des Maliens. C'est une flèche lancée à l'endroit de la junte. Qui n'a pas respecté notamment le délai de la transition. Effectivement, et la conséquence a été la sortie du procureur général, du parquet général auprès de la cour d'appel de Bamako, signé, daté du 6 mai, et dans lequel
je lis juste une partie, je le cite. Allez-y. C'est des propos qui ciblent ce que M. Traoré avait dit, et c'est une menace qui est lancée à l'endroit des autres. Des mises en garde opposants. contre Une ceux mise en qui garde. ont prévu de manifester ce 9 mai. Oui, parce que là, dans le communiqué, il est dit, je le cite, ces propos par rapport à ce que disait M. Traoré et agissements sont de nature à dresser les citoyens les uns contre les autres et constituent un terreau favorable pour les criminels, y compris les terroristes, dans le but d'ébranler la paix, la quiétude et la tranquillité sociale. Donc il y a toujours cette situation sécuritaire qui est prise en considération, qui est prise comme motif pour s'éterniser au pouvoir. Donc est-ce que cette manifestation du 9 aura lieu? Ou bien si elle a lieu, est-ce que le pouvoir ne va pas sortir tout l'arsenal pour mater les manifestants, soit par les forces de l'ordre ou bien par les sympathisants de la junte? On verra d'ici vendredi. Très bien. Jean-Paul Aureau, on a observé au cours des dernières années une perte de crédit sévère des partis politiques maliens. C'est vrai, ça a été d'ailleurs le terreau aussi qui a favorisé donc ce coup d'État et qui alimente aussi les soutiens à cette junte. De quelle marge de manœuvre pourraient aujourd'hui bénéficier ces partis politiques pour engager ce qui se présente désormais comme un nouveau rapport de force entre les partis politiques, l'organisation de la société civile et les militaires? Mais justement, dans ce rapport de force, si on veut se limiter uniquement aux partis politiques, ils sont ces peanuts à côté du régime en place. Aujourd'hui, c'est éveiller véritablement les consciences des populations. Ce qu'il faut craindre, je vais être un peu cynique, espérer que ce soit le régime lui-même qui soit en face de ceux qui vont manifester ce 9. Mais tel que les choses se présentent, ce sera des Maliens contre d'autres Maliens. C'est là véritablement le vrai danger. Si c'est la junte militaire qui vient mater les manifestations, ou bien qui vient ça pourrait être aperçu peut-être au fil du temps. Les populations pourront se dresser de façon, je pourrais dire, unie. Mais tel que les choses se présentent aujourd'hui, ce sera les Maliens contre d'autres Maliens. Il revient aux partis politiques maliens je dirais même pas de sensibiliser, mais d'éduquer leur population, ou du moins les populations maliennes, sur les dangers que représentent ces différentes recommandations de la concertation nationale qu'a organisée Assimi Goïta. Il a choisi lui-même les différents participants à cette concertation nationale. Certainement, il avait déjà son but, le projet était déjà dans les tuyaux. Donc pour moi, il y a beaucoup à craindre. Si cette situation dégénère au Mali, ça va certainement contaminer les autres. Et ce qu'on craignait, parce que nous ne s'en rend pas compte, nous qui sommes de l'autre côté, au niveau de la partie forestière de l'Afrique de l'Ouest, l'AES représente une forme de digue pour empêcher les organisations djihadistes et terroristes de descendre beaucoup plus vers cette partie, la Côte d'Ivoire, Guinée et autres. Mais si cette digue-là, elle explose, c'est fini, ils vont descendre. Est-ce qu'elle n'est pas déjà en train de sauter un peu avec ce qu'on observe au Bénin aujourd'hui, les attaques justement, qui se multiplient dans le nord du Bénin? Voilà pourquoi il serait intéressant que la CEDEAO et l'AES reprennent langue, qu'on sorte des petits égos et qu'on prenne en compte la question des peuples, que la CEDEAO redevienne, ou du moins devienne cette organisation des peuples, pour dire, voilà une situation, si on la regarde de loin, et puis on s'en éloigne, les suites et les conséquences pourraient être désastreuses. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Mais justement, il y a cette possibilité. Pour l'instant, moi, je pense que le nouveau président ghanéen semble être très AES compatible. Fonya Singbe, qui est encore dans la CEDEAO, est très AES compatible. Il y a ces possibilités de prendre langue avec eux, leur expliquer les raisons pour lesquelles il serait bon qu'ils restent en étroite collaboration et puis les aider. Il y a des indications intéressantes. Par exemple, quand la CEDEAO a célébré récemment son 50e anniversaire, ce qui n'est pas rien quand même, les dirigeants de l'AES étaient invités à cette cérémonie. Il y avait, je dirais, un élan de courtoisie vers ces jeunes militaires qui n'ont pas accepté l'invitation, qui n'ont pas honoré l'invitation. Ou pour l'instant, moi je pense qu'à leur niveau, eux-mêmes, ils sont fragiles.
ils sont fragiles, ils ne sont pas encore assis. Voilà pourquoi ils veulent tomber le treillis militaire pour porter le costard à cravate, pour eux estimer peut-être se normaliser. Et puis peut-être va arriver. Mais on ne peut pas les laisser dans cette situation pour qu'ils se sclérosent. Il est intéressant que la CEDEAO, que la CEDEAO des peuples, prenne langue avec eux, continue de commercer. Cela pourra peut-être empêcher un certain nombre de dérives autoritaires ou de dérives autocratiques et puis permettre aussi que ces peuples-là ne s'affrontent pas les uns contre les autres. Alors, Alfred, il y a une indication intéressante également, c'est que dans ces nouvelles dispositions qui sont prises au Mali, dissolution des partis politiques et prolongation de la transition, les textes disent que tous ces éléments vont s'aligner sur les mêmes dispositions en vigueur dans les 3 pays de l'AES. Alors certains Maliens s'inquiètent, s'interrogent pour savoir si finalement l'agenda de l'AES ne prime pas sur la constitution malienne, par exemple. Est-ce qu'il y a encore une constitution au Mali ? C'est la vraie question. Il y en a une qui a été votée l'année dernière. En réalité, la Constitution, c'est Assimi Goïta. Oui. Et comment ça, la réunion qu'il a organisée pour justement fixer le cadre de la nouvelle politique malienne. Oui. Tout à l'heure, vous posiez la question de savoir, la décision est de créer 3 partis et 100 millions de francs CFA. Ça signifie simplement qu'une fois on a gommé les partis traditionnels, on va créer, j'allais dire, du multi-goïtisme, tout simplement. Du multi-goïtisme, vous dites. N'est-ce pas? Et que l'expression est intéressante, on va la garder. N'est-ce pas? Et que, finalement, donc ça va être cela la nouvelle norme, la nouvelle donne. Et l'autre point, je crois qu'Aymeric a évoqué la question de la sécurité. Mais nous avons vu que des organisations plus puissantes n'ont pas été capables d'assurer la sécurité, Barkhane, Takuba et tous les autres. Avec quels moyens Assimi Goïta va arriver à régler cette question de la sécurité aujourd'hui au Mali? Ce qui signifie qu'il va s'éterniser au pouvoir. Il va s'éterniser au pouvoir comme ses compères, justement, de l'AES. Malheureusement, on en est là. Et malheureusement aussi pour la CEDEAO, qui essaie par tous les moyens d'étendre la main, mais qui n'est pas écouté. Alors, au Togo, quand même, dans le nord aussi, l'insécurité est déjà là-bas. Donc, ce qui veut dire qu'avec des tentatives de prolifération vers le Bénin et même vers le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on arrive à un moment donné à dire, nous coupons les ponts avec eux parce qu'eux, ils veulent couper les ponts, mais quelles sont les dynamiques politiques que nous mettons en place pour pouvoir contenir ces choses-là et puis pouvoir travailler avec ces gens-là en espérant que la sagesse les regagne un peu plus tard. Rapidement, Ben, ensuite on écoutera Aymeric. Il faut qu'on mette en avant l'intérêt général. Cet intérêt général passe par une lecture lucide de la situation géopolitique sous-régionale. Et les élections prochaines en Côte d'Ivoire, y seront déterminantes. Parce que, comme on l'a évoqué, il y a le Bénin, le nord du Bénin, qui subit des assauts, alors que les forces djihadistes n'ont pas de présence sur le terrain. Elles viennent du Burkina Faso. Au niveau des rapports CEDEAO, AES, il y a le Togo qui est AES compatible, mais avec un double jeu quand même, notons-le. Il y a le nouveau président ghanéen. Ghanéen, c'est ça. Le nouveau président sénégalais qui a lui-même aussi de problèmes au Ghana. Le nouveau président sénégalais a été mandaté, mais bon, comme il n'est pas encore très dégourdi sur le plan diplomatique, ça coince. Mais c'est une réussite qu'il faudra préserver et aller dans le sens de la CEDEAO des peuples, parce que sur le plan économique, sur le plan financier, on a vu que récemment, il y a des États de la sous-région qui ont fait des levées importantes de fonds à travers la bourse régionale des valeurs mobilières. Il y a également, j'ai vu un papier hier, au niveau de l'UMOA, les réserves d'or de l'UMOA ont augmenté. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra capitaliser. Il ne faudrait pas que l'AES joue
à faire tomber la CEDEAO pour émerger, alors que l'AES est partie prenante de la CEDEAO, cette CEDEAO des peuples que nous appelons de tous nos voeux, et qui permettrait cette cohésion au niveau de la sous-région, de barrer la route, comme l'a rappelé Jean-Paul Oro, à ces forces djihadistes, parce que c'est une digue qui est là. Dès qu'elle cède, c'est toute la sous-région. Et n'oublions pas, juste pour finir, que le dernier rapport du Tombouctou Institute met l'accent sur cette situation et déjà prévient le Sénégal de veiller à sa frontière orientale, parce qu'il y a des tentatives venant d'un pays voisin. Bien sûr. Émeric? Quand on parle du pont sécuritaire et également de la CEDEAO, moi personnellement, et je le dis depuis plusieurs mois déjà, il va falloir que la CEDEAO consomme le divorce. Exact. Moi, je pense qu'il faut que la CEDEAO consomme le divorce et essaie maintenant de mettre un mécanisme de coopération sécuritaire en place pour que cette zone fragile puisse être quadrillée. Parce que sans cette coopération, on va droit dans le mur, on va dans une progression, une conquête en quelque sorte d'autres espaces par les djihadistes. Ou autrement, c'est vrai que l'UEMOA, c'est une zone économique, c'est l'Union économique et monétaire. Mais pourquoi pas créer un pont, puisque les États de l'AES sont encore dans la CEDEAO, créer un pont pour que la discussion de la collaboration entre les armées de ces pays puisse se mener à l'interne de l'UEMOA. Et ça, on tient le bout de certaines guéguerres aujourd'hui qui nous empêchent de voir l'intérêt commun, de voir la sortie de cette crise. Et pour le moment, ce sont les djihadistes qui en profitent et qui en profitent très bien. Et ça, c'est dommage pour chacun d'entre nous, pour tous ces pays qui mènent cette lutte et dont les populations rêvent une fois pour de bon de pouvoir réussir à s'en sortir. C'est vrai que chacun pointe du doigt la France, on pointe du doigt des États extérieurs, des puissances extérieures, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse regarder la réalité en face et qu'on puisse coopérer. Alors justement, comme vous avez la parole, Émeric, vous savez que les coups d'État ont quand même profondément fracturé la société malienne, pour ne parler que de celle-là, entre les pro-juntes et, je dirais, peut-être une majorité silencieuse qui, aujourd'hui, peut-être est en train de s'éveiller et manifeste contre la junte. Est-ce que vous pensez que cette fracture sociale pourrait encore bénéficier pour un certain temps à cette junte ? Alors, la junte, déjà, quand cette manifestation avait été prévue, à aucun moment ils avaient imaginé qu'on aurait cette mobilisation. Certainement, ça a été une surprise pour la junte malienne, pour Assimi Goïta et son équipe. Aujourd'hui, ils ont encore le souvenir des manifestations qui ont fait tomber IBK et analysent certainement comment faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Mais pour ne pas retomber dans les mêmes travers, il faut à un moment donné discuter avec les autres. Sinon, on voit une frange de la population aujourd'hui qui se dit « Ah, s'il y a eu cette mobilisation, c'est que demain, on peut rassembler encore plus. » Et le sursaut d'orgueil, c'est comme un lion que vous avez blessé une fois. Quand il se dresse avec une telle férocité que vous pouvez être déchiqueté en un mouvement. Et pour le moment, je ne sais pas comment l'équipe politique autour de Assimi Goïta réfléchit, et je pense que c'est une grave erreur pour le général Assimi Goïta de s'être séparé de son ancien Premier ministre qui était au fait et tenait bien le bout. Il a fallu que ce monsieur quitte le gouvernement pour que les soulèvements commencent par être constatés petit à petit. Et ça risque de grossir. La marge de manœuvre est peut-être très mince et il va falloir apprendre à discuter. Alfred, pour conclure, il faut quand même noter que la demande de démocratie s'installe aussi au cœur de ces manifestations. Mais absolument, parce qu'ils se rendent évidemment compte que au départ, entre guillemets, les intentions de la junte étaient justement de ramener la démocratie contre Ibrahim Boubacar Keïta.
Mais En tout cas, de la renforcer, plutôt. Oui, non, mais... De la renforcer. C'est ça, enfin, la sauver, puisque c'était ça... La sauver, les manifestations à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ils s'aperçoivent effectivement que, en tout cas une bonne partie de cette population, que c'était une erreur, justement. On ne peut pas faire confiance aux juntes au pouvoir. Les militaires restent des militaires. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est justement de casser toutes les structures démocratiques pour pouvoir se maintenir à la tête des États et former des formes d'autocratie, comme on le voit actuellement. Malheureusement, Shogel Kokala Maïga, on ne l'entend même pas, hein, après l'événement de l'ancien Premier ministre, on ne l'entend pas. L'imam Diko, qui est en Algérie aujourd'hui exilé, on ne l'entend pas, évidemment, parce que ça, c'était quelqu'un qui pouvait justement... Alors, on ne sait pas si en coulisses, il n'est pas avec les manifestants aujourd'hui, mais sa voix continue à porter. Ne dites pas ça, parce qu'il a déjà assez de soucis comme ça. Non, mais Francis, tu as parfaitement raison, mais il ne peut pas ne pas faire justement que la junte aujourd'hui arrive à respecter quand même ce minimum démocratique. Sinon, comme j'ai dit, c'est le multigoïtisme qui va s'installer et ça n'est pas bon pour la démocratie malienne. Alors, en tout cas, on va en rester là pour aujourd'hui. En ce qui concerne le Mali, en attendant, une coalition d'une centaine de partis politiques exige désormais, je cite, la fin effective de la transition politico-militaire au plus tard le 31 décembre 2025 et la mise en place d'un calendrier de retour rapide à l'ordre constitutionnel. Fin de citation.